Bonjour, voici la séance de TD3 d'outils logiciels sur la résolution numérique d'une équation différentielle du premier ordre. Donc la résolution numérique approchée d'une équation différentielle du premier ordre. Alors par rapport aux séances de TP précédentes, cette fois-ci nous allons chercher des valeurs approchées des valeurs de y de t, qui va être solution exacte de notre équation différentielle. Précédemment, dans les TP 1 et 2, nous cherchions la valeur approchée soit d'une solution d'une équation f de x égale à 0, soit de la valeur d'une intégrale de l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équation x égale a, x égale b. Donc c'est ça qui va faire vraiment toute la différence par rapport aux deux TP précédents. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus clairement. Donc tout d'abord, définition. On appelle équation différentielle du premier ordre toute équation dans laquelle interviennent la variable t, une fonction inconnue y de t et sa dérivée y' de t, qu'on peut aussi écrire dy sur dt comme je vous l'ai expliqué. On note alors cette équation différentielle y' de t égale à f de t virgule y de t. Donc la dérivée de y est fonction de t, la variable t, et de y. Donc dans cette équation, l'inconnu c'est y, et donc c'est une fonction. Résoudre une telle équation, c'est rechercher toutes les fonctions dérivables, puisque dans cette équation intervient la dérivée de y, telle que y' de t est égal à f de t y de t pour tout t élément de grand I, où grand I est un intervalle de R. Alors, on démontre que la solution générale d'une équation différentielle du premier ordre dépend d'une constante arbitraire, souvent notée lambda. Eh bien, vous vous rappelez du chapitre sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants du premier ordre. Les solutions de l'équation sans second membre sont de la forme y0 égale à lambda fois exponentielle moins b sur a fois t, si l'équation c'est ay' plus by égale à 0. Et puis ensuite, on ajoute une solution particulière. Donc au final, nous obtenons une infinité de solutions qu'on appelle solutions générales de l'équation différentielle et qui dépendent de lambda, la constante d'intégration. La donnée d'une condition supplémentaire que j'avais appelée condition initiale, notée y de x0 égale à y0, donc souvent c'est y de 0 égale à 0, puisque on travaille sur un système qui est initialement au repos, détermine en général la valeur de la constante lambda et définit ainsi une solution unique. Voilà, alors, pour vous expliquer cette définition un petit peu mieux, surtout pour vous montrer le rôle de la fonction f, je vais passer en revue quelques exemples que nous avions déjà étudiés lors du chapitre sur les EDLCC du premier ordre. Voilà, donc j'aimerais mettre en valeur un petit peu cette fonction f. C'est une fonction à deux variables, vous avez compris, à deux paramètres, t et y. Voilà, donc si je prends les équations différentielles linéaires à coefficients constants du premier ordre, qui sont extraits du chapitre 1 à la page 33, eh bien, je vais exprimer à chaque fois pour chacune d'elles, je vais exprimer y'. Voilà, donc je vous conseille de mettre sur pause, d'en faire autant et de me montrer sur Discord vos calculs avant de trouver ici la solution. Alors ici, en fait, vous voyez, y', nous allons l'exprimer en fonction de t et de y. Donc pour cela, on isole y' au fur et à mesure. Donc on commence par ajouter y ici aux deux membres de l'équation, puis il ne nous reste plus qu'à diviser par 2 ou si vous voulez multiplier par 1/2. Et donc en fait, vous comprenez que votre fonction, la fonction appelée f, c'est celle-là. Elle dépend de deux paramètres. Elle dépend de x, la variable x, qui ici c'est t, mais c'est d'accord, c'est pareil. Variable x et la fonction y de x, si vous voulez, on peut écrire, voilà. D'accord, donc voilà la fonction en question. Donc on a écrit y' en fonction de x, la variable, et y. Alors nous allons faire la même chose pour la deuxième équation. Donc on isole le y' petit à petit. Donc on ajoute 3y aux deux membres de l'équation. Et on obtient ainsi y',
en divisant tout par 2. Donc, vous constatez que nous obtenons bien la fonction à 2 paramètres, x et y, comme c'était annoncé dans la définition. Voilà, et pour la dernière équation, même chose. D'accord, donc on va pouvoir exprimer y' en fonction de y et de x. Voilà, donc c'est important que vous compreniez bien le rôle de cette fonction f, parce que par la suite, dans les méthodes que nous allons appliquer pour résoudre approximativement une équation différentielle, eh bien cette fonction f jouera un très grand rôle. Donc il faudra que vous sachiez bien l'exprimer. Alors ici, ces 3 exemples qui sont extraits du chapitre 1, page 33, sont des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué, dans chacune d'elles, le coefficient de y' et de y sont des constantes. 2 et moins 1 respectivement pour la première, 2 et moins 3 pour la deuxième et 1 et moins 2 pour la deuxième. Alors, dans ce chapitre, en fait, y' égale à f de t y, c'est une façon générale pour exprimer une équation différentielle du premier ordre, quelle qu'elle soit, linéaire, à coefficient constant, à coefficient non constant, ou même non linéaire. Donc, par exemple, on pourra appliquer donc, nos méthodes d'approximation sur cette première équation. Ici, je peux exprimer y' en fonction de t et de y. D'accord? Donc ici, voilà la fonction f de t virgule y. Alors, cette équation, si vous regardez bien, le coefficient de y, c'est sinus, c'est moins sinus de 10t sur 22. Donc, il ne s'agit pas d'une constante. Donc ici, vous avez affaire à une équation différentielle linéaire, mais à coefficient non constant du premier ordre. Un autre exemple, qui est extrait d'une équation différentielle de la physique, vous avez ici dv sur dt, donc vous savez qu'il s'agit de v', hein, c'est la même chose, plus alpha sur m v carré égale à g. Donc m, c'est la masse du parachutiste, et g, c'est, vous connaissez le coefficient de gravitation. Alors maintenant, eh bien, je peux exprimer là aussi v' en fonction de v et de t. Alors, vous allez me dire, ah mais où est la variable t? Eh bien, en fait, il n'y a pas de t ici, hein. C'est une fonction constante g que nous avons, donc il n'y a pas le paramètre t. Mais c'est tout de même une fonction qui dépend de t et de v. D'accord? Voilà, donc là encore, nous avons une équation différentielle. Alors celle-ci n'est pas linéaire. Pourquoi elle n'est pas linéaire? Parce que vous avez v au carré, d'accord? Une équation différentielle linéaire, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est une équation différentielle linéaire? Qu'elle soit à coefficient constant ou non constant. C'est une équation qui va être de la forme a de t fois y de t, y' de t, pardon, plus b de t fois y de t, égale à une fonction du second membre, je vais l'appeler g de t pour pas faire interférence avec le f qui est dans le cours ici. Voilà, donc en fait les coefficients de y' et de y sont des fonctions qui dépendent de t. Donc quand a et b sont des constantes, on dit qu'il s'agit d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant, comme on l'a vu dans le chapitre 1. Et quand a et b ne sont pas constantes, comme ici par exemple, hein, b c'est moins sinus de 10t sur 22, eh bien il s'agit d'une équation différentielle linéaire à coefficient non constant. Linéaire, on dit tout simplement. Et alors pour la dernière, en fait elle est non linéaire celle-là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le coefficient de v' c'est 1, ok, mais le coefficient de v c'est quoi? On a v carré ici. Donc le coefficient de v c'est v fois alpha sur m. Donc il ne s'agit pas d'une fonction qui dépend uniquement de t, elle dépend aussi de v, d'accord? Donc ici c'est une équation différentielle qui est non linéaire. Voilà, donc pour la résoudre, alors on peut par exemple faire un changement de variable, hein, pour pouvoir se ramener à une équation différentielle linéaire. C'est une des méthodes utilisées, mais c'est vrai que souvent, ce genre d'équation différentielle est difficile à résoudre, hein, de façon analytique, donc avec comme on l'avait fait pour les équations différentielles linéaires à coefficient constant, hein, on ne trouve pas de solution exacte, et c'est pour ça que les méthodes que nous allons étudier dans ce TP vont être utiles.
Voilà, donc maintenant, nous allons travailler dans ce TD sur un exemple. Nous allons résoudre cet exemple analytiquement, c'est-à-dire avec la méthode que nous avions étudiée dans le chapitre 1. Donc, nous allons obtenir ainsi la solution exacte de cette équation différentielle. Elle a une condition initiale, hein, donc ça va nous permettre de déterminer lambda et donc d'obtenir une seule solution qui sera notre solution exacte. Puis ensuite, je vais vous expliquer des méthodes d'Euler, normale, améliorée, puis Runge-Kutta, qui vont vous permettre de trouver la solution approchée. Alors attention, comme je vous l'ai dit en introduction, la solution approchée, ce sera une fonction. Ok. Alors, je vous laisse d'abord résoudre de façon analytique, comme on a vu dans le chapitre 1, cette équation. Vous m'envoyez vos brouillons sur Discord et vous mettez ensuite sur Play. Hein, donc, vous mettez sur pause là, ensuite sur Play pour avoir la solution. Alors, la solution, la voici. Hein. Donc, première étape, on résout l'équation différentielle sans second membre. Les solutions sont de la forme lambda fois exponentielle moins a fois t. D'accord. On cherche YP une solution particulière de l'équation grand E. Comme le second membre, c'est un polynôme de degré 1, on cherche YP sous la même forme, donc AT plus B. On dérive et ensuite on remplace dans l'équation grand E et on identifie. Donc, on obtient, d'accord, donc Y', ici c'est A, plus 150 fois Y, c'est-à-dire 150 fois AT plus B, égale au second membre. On regroupe ensemble les termes de degré 1, la constante, puis on identifie 150A égale à moins 150, coefficient de T, puis la constante A plus 150B égale à 49. Donc, on résout, A égale moins 1, et puis donc B égale à 1 tiers. Donc, YP de T est égal à moins T plus 1 tiers. Les solutions de grand E sont donc de la forme Y égale Y0 plus YP. On les appelle aussi solutions générales de l'équation différentielle. Et donc, YT, c'est lambda exponentielle moins 150T moins T plus 1 tiers. Donc, nous obtenons ici une infinité de solutions. Et pour avoir celle qui vérifie la condition initiale y de 0 égale 2 tiers, eh bien, nous remplaçons dans cet ensemble de solutions t par 0, ce qui donne lambda fois E0, c'est-à-dire lambda, moins 0 plus 1 tiers égale à 2 tiers. Donc lambda égale à 2 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire à 1 tiers. Conclusion, la solution de cette équation différentielle est donc eh bien, 1 tiers fois exponentielle moins 150t, moins t plus 1 tiers. Donc, on factorise par 1 tiers, ce qui donne 1 tiers facteur 2, exponentielle moins 150t plus 1, moins t. Voilà, donc ça, ce sera notre solution exacte. D'accord? Donc, j'ai fait exprès de prendre un problème dont on connaît la solution exacte. Comme ça, nous allons pouvoir comparer les solutions approchées avec les méthodes normales, Euler normal, Euler amélioré et de Runge-Kutta. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer la première méthode. Mais avant ça, oui, pour vous expliquer pourquoi, je vous l'ai déjà dit en introduction, pourquoi on va appliquer ces méthodes, eh bien, il y a énormément d'équations différentielles, notamment les équations différentielles non linéaires que l'on ne sait pas résoudre de façon exacte, de façon analytique, et donc nous allons utiliser les méthodes suivantes. Alors, c'est parti. Donc la méthode d'Euler-Cauchy, que l'on appelle méthode d'ordre 1, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, on souhaite résoudre numériquement sur l'intervalle grand I, qui est T0B, l'équation différentielle du premier ordre y' égale à f de ty et y de t0 égale à y0. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la condition initiale de votre problème. Et donc, vous comprenez pourquoi on travaille sur l'intervalle t0b, tout simplement parce que ici, la condition initiale est évaluée en t0. Donc, ceci revient à chercher l'unique fonction y de la variable t sur l'intervalle T0B vérifiant l'équation E. Donc, il arrive très souvent, surtout quand l'équation est non linéaire, que nous ne puissions pas expliciter cette solution. Pas de solution exacte, d'accord? On ne trouve pas de solution exacte. Donc, dans ces cas-là, comment nous allons faire? Eh bien, nous, ce que nous cherchons, c'est une solution approchée. Mais une solution approchée de quoi? D'une fonction. Une fonction, je peux la représenter par une courbe. D'accord? Voilà, par exemple, la fonction représentant y de t, notre solution exacte. D'accord? Comment je vais faire pour l'approximer? Eh bien, il va falloir
que je divise l'intervalle T0B en n sous-intervalles de même longueur H, qui sera alors appelé le pas. D'accord? Voilà. Et sur chaque intervalle, je vais donc avoir T1 qui est égal à T0 plus H, T2 qui est égal à T0 plus 2H, etc. TI qui est égal à T0 plus IH. Et enfin, pour finir, Tn-1 et Tn qui est alors B. D'accord? Donc TI, c'est T0 plus H. Et donc pour chaque abscisse, T0, T1, T2, Ti, ici, je vais obtenir forcément Y de T0. Donc c'est Y0, je la connais, c'est ma condition initiale. Et après, là, c'est Y de T1 qu'il va falloir approximer. D'accord? Y de T1, c'est la valeur exacte de la fonction exacte Y en T1. D'accord? Eh bien, je vais l'approximer par une valeur que je vais noter Y indice 1. D'accord? Je vais faire pareil en T2. Voilà, en T2, j'ai mon YT2 ici. Eh bien, je vais l'approximer par Y2. Ensuite, YT3, pareil, je l'approxime par Y indice I. Y2TI, d'accord, qui est la valeur exacte, je vais l'approximer par Y indice I. Et puis, etc., jusqu'à la fin, hein, jusqu'au dernier, à la dernière valeur ici. Hein, j'ai donc Y de Tn et je l'approxime par Y indice N. Donc, en fait, si vous voulez, sur Excel, qu'est-ce que je vais avoir? Sur Excel, je vais avoir, en fait, mon indice I, une colonne avec l'indice I, une colonne avec l'indice TI, une colonne avec Y indice I, valeur approchée, des ordonnées, des points qui se trouvent sur cette courbe ici. Enfin, sur la courbe approchée, hein, puisque je ne vais pas avoir forcément les mêmes valeurs exactement. Et comme ici, je vais prendre un problème dont je connais la solution exacte, je vais pouvoir comparer les valeurs approchées des ordonnées avec les valeurs exactes de ma solution. OK? Alors, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Donc voilà, donc je donne ici, hein, pour bien vous expliquer la chose, je représente graphiquement ma solution exacte, Y de t. Donc comme dans le schéma précédent, hein, vous retrouvez okay, les mêmes notations. Donc H, le pas d'intégration, T0, T1, T2, T3, d'accord, TI, qui est égal à T0 plus H, IH, etc. D'accord? Alors, donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser, les mathématiciens ont eu la bonne idée, d'utiliser la tangente à la courbe représentant Y en M0. D'accord? Donc ça, c'est la tangente à la courbe représentant Y, ma solution exacte, en M0. Et alors, en fait, il s'agit d'une droite, et je sais la calculer, cette équation, sans problème. Quelle est son équation? Je vous laisse un peu réfléchir. C'est Y égale Y de T0 plus T moins T0 fois Y' de T0. Voilà, donc ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentant ma solution exacte, d'accord, en M0. La solution exacte, c'est Y de T. D'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, en T1, je vais calculer l'abscisse du point qui se trouve ici sur la tangente. L'ordonnée, pardon, excusez-moi, je vais calculer l'ordonnée du point qui se trouve sur la tangente et qui est pour abscisse T1. Donc ça va être, je vais le noter, Y indice 1. Et Y indice 1, eh bien, c'est une valeur approchée de mon Y de T1. Et après, de proche en proche, je vais faire pareil, exactement pareil. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir au final? Je vais obtenir ceci. Deux courbes. La courbe représentant la solution exacte et la courbe représentant ma solution approchée. D'accord? Qui est une solution approchée, point par point, de la solution exacte. Mais alors, comment je vais faire pour calculer la dérivée, en fait,
Parce que c'est ça le truc. Moi, je pars de quoi? Qu'est-ce que je connais? Je connais l'équation différentielle. Je sais qu'y' de t, c'est f de t, y de t. C'est ça que je connais. Je sais que y de t0, c'est y indice 0. Voilà, je pars de là. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je trace la tangente à la courbe représentant y en m0. Donc, on a vu tout à l'heure que l'équation, c'est y égale y de t0 plus t moins t0 fois y prime de t0. OK? Et maintenant, je cherche l'ordonnée du point qui se trouve sur la tangente et qui a pour abscisse T1. Et je le note T1. Je le note Y1, pardon. D'accord? Donc ici, en fait, dans l'équation de la tangente, je vais remplacer tous les T par T1 pour obtenir l'ordonnée de ce point qui se trouve sur la droite qui a pour équation y de t0 plus t moins t0 fois y prime de t0 égale à y, eh bien, je vais remplacer tous les t par t1 là-dedans. D'accord? Donc, j'obtiens y1 égale y de t0, que je peux remplacer par y0, c'est ma condition initiale, plus t1 moins t0 fois y prime de t0. Alors, maintenant, eh bien, par quoi je vais remplacer T1 moins T0. T1 moins T0, c'est H. Donc, ça va être H fois. Et par quoi vais-je remplacer Y' de T0? Eh bien, par la donnée de mon énoncé, par mon équation différentielle. Donc, F de T0 virgule Y de T0. Et Y de T0, bah, je le remplace à nouveau par Y0. Donc, voilà ce que j'obtiens ici comme ordonnée du point qui se trouve sur la tangente et qui a pour abscisse T1. Et donc ça, c'est une valeur approchée de Y de T1. Voilà. D'accord? Donc, nous allons noter ça dans le cours. Donc, c'est à la page 28. On peut obtenir une approximation de Y de T1 en appliquant l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse T0. Donc, l'équation, alors on va noter T indice grand M0, a pour équation Y égale Y de T0 plus T moins T0 fois Y prime de T0. D'accord? Donc, ensuite, on va dire quoi? Eh bien, on va dire que le point d'abscisse T1 qui se trouve sur la tangente à la courbe Y en M0 a pour ordonnée, eh bien on remplace donc Y1, on va noter cette ordonnée Y1, égale à Y de T0 plus T1 moins T0 fois Y prime de T0. Y de T0, je le remplace par Y0, c'est la condition initiale. T1 moins T0, c'est le pas, d'accord? Le pas d'intégration, si vous voulez, c'est H. Et Y prime de T0, je le trouve dans l'énoncé. C'est F de T0, Y de T0. Et maintenant, je remplace ici Y de T0 par Y0, comme je viens de le faire ici. Et j'obtiens donc une valeur approchée de Y de T1. Voilà. D'accord? Alors maintenant, comment vais-je procéder pour le deuxième point qui est ici? Eh bien exactement de la même façon, en reprenant la même formule ici. Je vais m'inspirer de cette formule-là, d'accord? Et je vais donc dire que Y de T2 est approximativement égal, à Y indice 1 plus H fois F de T1 Y1. D'accord? Je vais faire de même pour Y de T3. Y de T3 est approximativement égal à
Y2 plus H fois F de T2, Y2. D'accord? Etc., etc. Et donc, au final, j'obtiens que Y de TI est approximativement égal à Y indice I-1 plus H fois F de T indice I-1, Y indice I-1. Et puis, si vous préférez, Y de TI plus 1 est approximativement égal à YI plus H fois F de TI, YI. D'accord? Et ça, toutes ces valeurs-là, je les note. Y indice I plus 1, Y indice I, Y indice 2 et Y indice 1. Et là, on a Y... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là, c'était Y indice 2. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'était Y indice 3. D'accord? Voilà. Donc, j'obtiens ainsi la formule générale. Y indice I plus 1, c'est YI plus H fois F de TI YI. Et c'est donc une valeur approchée de Y de TI plus 1. D'accord? Donc là, c'est l'ordonnée, la valeur approchée de l'ordonnée. Et là, c'est la valeur exacte. D'accord? C'est une valeur approchée, de l'ordonnée. Et là, c'est la valeur exacte. Évaluation de l'erreur. Eh bien, pour évaluer l'erreur, nous allions calculer la valeur absolue de la différence entre valeur approchée et valeur exacte. Mais comme on a n points, ça va donner n valeur absolue de différence. Quand on fait une estimation d'erreur, on aime avoir une seule valeur. Donc, c'est pour ça qu'on prend le maximum des erreurs absolues entre les ordonnées de la solution exacte et d'une solution approchée. Alors, on démontre, c'est mathématicien qui démontre, que sous certaines conditions vérifiées par la fonction f, il existe une constante grand K telle que l'erreur, ici qu'on a noté E de Y, est inférieure ou égale à K sur N. C'est pour ça que nous disons que cette formule, cette méthode, est une méthode d'ordre 1. D'accord? Donc, on n'est pas très satisfait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le TP2, quand on voulait approximer une intégrale par la méthode des rectangles, des trapèzes et de Simpson, la méthode des rectangles était une méthode d'ordre 1 sur n, c'est-à-dire que l'erreur, l'erreur absolue, était inférieure ou égale à une constante sur n. Ensuite, quand on est passé à la méthode des trapèzes, ça devenait du k sur n carré, et la méthode de Simpson a du k sur n puissance 4. Donc forcément, plus l'exposant au dénominateur est élevé, meilleure sera l'approximation. Alors maintenant, nous allons appliquer cette méthode de l'aire normale sur un exemple. Donc à l'aide du tableur et en utilisant la méthode que je viens de vous décrire, vous allez résoudre l'équation ici. On a la solution exacte, la solution analytique, on dit aussi. Et puis, on va appliquer cette méthode de l'aire normale. Et après, vous allez appliquer la méthode de l'aire améliorée. Alors, en fait, elle ressemble un peu de loin, on va dire, à la méthode de l'aire normale, puisque vous allez retrouver voilà, YI plus H fois F de TYI. Sauf qu'en fait, si vous voulez, vous comprenez bien que cette méthode de l'aire normale n'est pas très efficace, parce qu'une fois qu'on a utilisé la tangente en abscisse, au point d'abscisse T0, au point d'abscisse T1, que va-t-il se passer? Eh bien, on va prendre l'approximation du point précédent pour pouvoir tracer la nouvelle tangente, on va dire. D'accord? Donc, voilà pourquoi la méthode de l'aire normale n'est pas très efficace. Et dans la méthode de l'aire améliorée, en fait, au lieu de prendre la pente ici de la solution approchée en T1, on va prendre la moitié, le milieu, la moitié, la moyenne entre les deux pentes. Voilà, donc on va se rapprocher forcément de la solution exacte. Donc la moyenne, elle se trouve ici. Vous voyez, K1 plus K2 divisé par 2. Donc ça va être le coefficient directeur ici, le coefficient de H, pour trouver YI plus 1. Voilà, donc ensuite vous comparerez ces résultats obtenus. D'accord? Allez, je vous laisse donc mettre... non, il n'y a pas à mettre sur pause, puisqu'en fait... Ah si, je vous explique un petit peu. Je vous fais quand même un schéma avant de vous lancer sur Excel. Donc, je pense que vous avez compris. Je fais un récapitulatif ici.
YI, solution approchée des Y de TI, d'accord, qui sont donnés par cette formule ici, et Y de T, notre solution exacte que nous allons rentrer dans le tableur Excel. Donc, il vous faudra, comme je vous l'avais dit précédemment, une colonne de I, une colonne de TI, une colonne de Y indice I, peut-être une colonne de F de TI, YI pour vous aider à faire les calculs, et une colonne de Y de TI. D'accord? Allez, donc, je vous l'écris et à vous de jouer. Voilà les colonnes. Et après, l'erreur absolue. Voilà. Et puis, vous tracez la représentation graphique sur laquelle il y aura la solution exacte et notre solution approchée avec l'air normal. Voilà. Donc, j'attends vos impressions d'écran sur Discord.